termes d'énergie au Togo. Aujourd'hui, en termes d'accès, à fin 2020, le taux d'accès tournait autour de 58%. Donc, ça veut dire qu'il y a environ 42% à fin 2020 qui n'avaient pas accès à l'électricité. Nous avions élaboré une stratégie d'électrification en 2018 pour atteindre l'accès universel à l'énergie ou à l'électricité en 2030. Donc aujourd'hui, dans la stratégie du gouvernement, nous avions, disons, 3 technologies qui ont été adoptées pour atteindre l'accès universel en 2030, notamment les solutions hors réseau, les kits solaires et les mini-réseaux solaires et l'extension des réseaux. Donc jusqu'à, disons, avant ça, c'était, disons, ce qu'on faisait pour l'électrification rurale et l'électrification d'une façon générale, c'était l'extension des réseaux électriques. Donc maintenant, on a introduit de nouvelles technologies qui nous permettent de booster le taux d'accès à l'électricité sur le territoire. Donc aujourd'hui également, on a une loi sur les énergies renouvelables, on a une institution qui est chargée de la promotion des énergies renouvelables et de l'accès en milieu rural particulièrement. D'une façon générale, on a également mis en service une centrale solaire cette année, en juin, une centrale de 50 MW. Et je pense que c'était la même période, nous avions mis également une centrale thermique également en service, toujours en avril, mai, juin, dans la même période. Donc d'une façon générale, je peux dire que pour continuer, nous dépendons un peu de l'extérieur. 50% de l'énergie importée des pays voisins, notamment le Ghana et le Nigeria. Donc la politique, du gouvernement, c'est de promouvoir les énergies renouvelables, et c'est ce que la T2R, l'Agence togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables, s'évertue à faire. Donc d'une façon générale, voilà un peu l'état des lieux. Merci. Alors, est-ce que l'idée de biomasse dont parlait M. Brisset, c'est une idée qui est dans l'air, qui est pour l'instant encore loin? On en est où? Merci. Pour ce qui concerne la biomasse, il faut dire que d'une façon générale, pour la cuisson, la biomasse est beaucoup utilisée. Mais pour les services d'accès à l'électricité, aujourd'hui, nous n'utilisons pas la biomasse. Donc, si nous faisons le bilan énergétique pour voir un peu l'apport de la biomasse dans tout ce qui est énergie, que ce soit cuisson, éclairage et tout ça, je pense que la biomasse est utilisée à plus de 70%. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais la biomasse est assez utilisée en Afrique. Mais pour les solutions d'éclairage, la biomasse n'est pas privilégiée. La biomasse est beaucoup utilisée pour la cuisson, surtout en milieu rural où ils n'ont peut-être parfois pas accès aux solutions comme le gaz butane. Donc il faudra également que on développe des politiques un peu plus agressives pour diminuer le taux d'utilisation de la biomasse et avoir une énergie de substitution, ou de façon plus efficace avoir des technologies ou des solutions qui nous permettent d'utiliser moins de biomasse dans la cuisson, etc. Vous pensez à quoi, par exemple? Au foyer amélioré, c'est des solutions qui permettent de réduire la quantité de biomasse utilisée. Je pense également aux solutions comme le gaz butane, qui peut être déployé ou vulgarisé dans le milieu rural. C'est vrai que c'est beaucoup plus
propre que la biomasse, mais le frein parfois c'est les frais d'acquisition de la bonbonne de gaz qui parfois créent un frein à l'usage de cette énergie. Donc aujourd'hui en milieu rural, c'est beaucoup plus, même dans nos maisons, c'est beaucoup plus la biomasse, le charbon de bois qui est utilisé. Et comme je le disais, notre bilan énergétique montre que un peu plus de 70% de la biomasse est utilisée pour satisfaire à nos besoins en termes d'énergie d'une façon globale. Est-ce qu'on peut dire qu'au Togo, la problématique est double? D'une part, l'État ne peut pas investir dans tout, il ne peut pas tout faire, pour pouvoir tout financer. Et puis d'autre part, c'est un pays qui est tout en longueur, donc l'énergie, il faut qu'on la déplace et que c'est difficile. Est-ce que vous partagez cette double problématique? Ça dépend. Ça dépend. Si je prends l'aspect électricité, c'est vrai que le Togo a une forme un peu étirée. En termes d'accès à l'électricité, nous utilisons le réseau. C'est à travers le réseau électrique que nous distribuons l'énergie à travers tout le territoire. Donc le problème ne se pose pas. C'est vrai que dans nos stratégies, on a essayé de répartir un peu selon le point géographique, quelle est la solution technologique qu'il faut pour électrifier une localité. Donc je parlerai beaucoup plus, si vous permettez, de l'énergie électrique plutôt que de la biomasse, mais bon, étant dans le secteur de l'énergie, je peux également aborder ce point. La problématique au niveau peut-être de la biomasse, c'est son utilisation, c'est les taux de rendement de conversion, par exemple, du bois de chauffe en charbon de bois. Ça, c'est la vraie problématique. Sinon, nos paysans, nos parents en milieu rural savent fabriquer du charbon de bois, mais le taux de conversion n'est pas assez intéressant, ce qui fait qu'on utilise beaucoup de charbon, non, de bois de chauffe pour produire du charbon de bois. Ça fait que très rapidement, on décime les forêts. On ne va pas rentrer dans un débat trop technique, mais peut-être M. Brisset, vous vouliez réagir, sans être trop technique hein, sur biomasse. Je ne suis pas focalisé sur la biomasse en particulier. Je dis que simplement le continent africain est vaste et on doit pouvoir, il faut étudier en fonction du contexte du pays des solutions avec des nouvelles technologies, comme disait monsieur auparavant, il a tout à fait raison, adaptées au contexte du pays. Alors la biomasse, juste entre parenthèses, ce n'est pas seulement le charbon de bois, ce sont les déchets agricoles que l'on peut brûler avec les chaudières qui produisent, donc qui font tourner des générateurs, etc. C'est pas le charbon de bois. Hein. Mais bon, après, il y a forcément des nouvelles technologies. Je parlais de géothermie, il y a bien entendu le solaire, mais ça on en entend parler partout depuis très longtemps. Les éoliennes, hein, par exemple, tout ça, ce sont des énergies renouvelables. Mais est-ce que c'est adapté à chaque pays? Non. Il faut à chaque fois étudier les possibilités en fonction du contexte du pays. Il est évident que c'est complexe, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est pas évident. Mais en tout cas, sur le fond, c'est un mix énergétique qu'il faut trouver. Voilà. Alors, avant de voir des solutions financières, je me tourne vers vous. Chez vous, la Gazelle, qu'est-ce que vous faites exactement? Bonjour. Merci de me donner la parole. Donc, la Gazelle, on est une société qui fabrique localement en Afrique des solutions solaires pour l'accès à l'énergie hors réseau. Donc, nous, on est plutôt sur des problématiques d'électrification rurale. Et donc, du coup, très concrètement, on a des ateliers de fabrication industrielle dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Pour l'instant, on est au Burkina Faso et au Bénin pour la production. On a quelques activités d'assemblage au Sénégal, on est représenté aussi au Mali. Puis on a des représentations dans d'autres pays, mais cette fois en externe, c'est notamment le cas au Togo.
Et donc avec ces ateliers, nous fabriquons du kit solaire, de la lampe solaire Pico, pour ceux qui connaissent, et puis d'autres solutions un peu plus complètes, comme les stations de charge collective. Voilà, donc on s'adresse à la fois à des revendeurs, puisque nous, on est vraiment positionné comme un fabricant. Donc, c'est pas nous qui faisons le commerce au détail. Donc, du coup, voilà, on travaille avec des partenaires revendeurs pour le déploiement de nos solutions, et ça dans toute la sous-région ouest africaine. Et on travaille aussi avec différentes organisations, notamment de solidarité internationale, qui facilitent l'accès aux populations rurales à ces solutions, qui sont des solutions durables et de qualité. Voilà, notre positionnement, c'est vraiment de contribuer au développement économique et au développement industriel du continent africain et du coup de l'Afrique de l'Ouest pour ce qui nous concerne pour le moment. Et c'est aussi de proposer des solutions qui s'accompagnent de services de proximité. Donc on fabrique sur place, ça veut également dire qu'on est sur place pour faire le suivi des installations, pour faire la maintenance, pour faire les réparations, quand par exemple au bout de 5 ans d'utilisation il faut changer une batterie. Ça coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus intéressant sur le plan écologique de faire simplement un changement de batterie que d'aller changer tout un système. Voilà, donc on a un positionnement aujourd'hui un petit peu à contre-courant de ce qui se fait sur le solaire en Afrique de l'Ouest. Mais voilà, c'est un projet qu'on pense responsable et durable, et donc pour lequel on travaille depuis 2015 maintenant. Depuis 2015. Alors, est-ce que les Togolais sont prêts à payer pour leur électricité, à votre avis? Est-ce qu'on va vers ça, finalement? Oui. Avant on va aborder l'aspect financier, mais finalement, la clé, c'est ça. Est-ce que les fameux PPP dont on a beaucoup parlé ce matin sur ces rencontres Africa, est-ce que c'est la solution? Et puis d'abord, est-ce que les Togolais sont prêts à payer pour leur électricité? Merci. Est-ce que les Togolais sont prêts à payer pour les frais d'électricité? Je dirais oui. Oui, pourquoi? Parce que d'une façon générale, la Société nationale de distribution de l'énergie électrique sur le territoire a un taux de recouvrement qui est assez élevé. Donc ça veut dire que les abonnés paient les frais d'électricité. Et en milieu rural, en 2017-2018, nous avions lancé une étude socio-économique avant de promouvoir le programme CISO qui concerne, disons, le déploiement des kits solaires sur l'ensemble du territoire. Nous avions commandité une étude qui a prouvé que les personnes en milieu rural ont la volonté de payer, et ils ont également donné, disons, des plages où elles peuvent payer l'électricité. Donc, ça nous a permis de voir qu'une bonne partie est prête à payer des factures d'électricité autour de entre 2500 et 5000 francs. Je pense qu'une bonne partie, on devait être autour de un peu plus de 60% à 80%. Donc, les Togolais ont bien la volonté de payer l'électricité. Alors, on parle argent. Monsieur Assi, on a la chance de vous avoir parmi nous. Vous êtes le directeur d'Ecobank. En 2 mots déjà, sans rentrer dans un débat trop technique, les PPP, qu'est-ce que c'est? Bien, alors, merci. Les PPP, bon là vous avez tendance à le ramener au financement. Effectivement, c'est des projets, et lorsqu'on parle de projet, on parle d'investissement et de financement. La partie investissement, les techniciens savent bien le dire, mais également le financier que nous sommes, nous essayons de comprendre la structuration. Les PPP, c'est une forme de structuration publique-privée dans le domaine qui intervient souvent, qui sont des solutions, souvent proposées dans plusieurs domaines, mais également et surtout dans les domaines de l'électricité, pour ce que nous observons, enfin, de l'énergie. Il consiste à réunir autour de la table pour les projets d'électricité, et notamment la production de l'électricité. Nous avons vu où les secteurs sont
dans tous les pays libéralisés. Donc, pour la production d'électricité, étant donné que c'est des technologies, aujourd'hui, les technologies ont évolué, on recherche des technologies beaucoup plus raffinées et avec des coûts abordables. Plus la technologie est affinée, plus les coûts sont abordables. Donc, c'était une bonne politique de libéraliser ces secteurs-là de sorte à ce qu'on puisse avoir accès à des technologies intéressantes qui ont une certaine qui ont un impact important sur la production de l'électricité. Donc, beaucoup d'acteurs, plus ou moins très techniques, interviennent sur cet aspect-là, ce qui est bien pour moi, à mon avis, parce que l'autre volet, qui est le volet distribution, est toujours gardé souvent par les compagnies publiques, dans la mesure où les prix sont tout à fait réglementés et ça a une dimension sociale. Donc, l'État garde toujours son rôle régalien d'assurer la disponibilité de l'électricité en investissant dans des projets importants, mais laisse la technologie et l'apport de technologie à travers des centrales intelligentes alternatives aux opérateurs privés qui interviennent sur cet aspect-là pour fournir à la société de distribution de l'énergie. Et les banques, à côté, les partenaires financiers interviennent, évidemment, et prennent leur confort sur le partenaire privé qui vient avec une technologie et qui sait le faire, qui sait vendre sa technologie. Donc, il règle la question enfin pour nous, partenaires financiers, il règle la question du risque technique, plus ou moins. Donc, il apporte une technologie et de l'autre côté, l'État est là pour assurer la sortie, la vente et la distribution de l'énergie. Et nous, partenaires financiers, on intervient sur cet aspect. Mais ce que je veux dire, c'est que au-delà de ces formules structurantes, de ces projets structurants que nous voyons, pour moi, le partenariat public-privé doit aller au-delà et aborder toutes les questions, toutes les problématiques autour de ce secteur de l'énergie, de la production et du fonctionnement même de ce secteur de l'énergie, parce que à la fin, il y a beaucoup de problématiques qui ressortent au niveau de la distribution, au niveau du recouvrement, et c'est des problématiques qui sont des problématiques importantes et qui, pour moi, doivent être traitées également dans ces cas de PPP où on peut trouver des acteurs privés qui ont de la compétence et qui ont vraiment de la technique et qui ont des process innovants qui peuvent apporter dans ce domaine-là. Et nos banques et institutions financières, on est là pour assurer toute la partie financement des projets en eux-mêmes et financement de la partie exploitation pour garder la pérennité de l'exploitation et assurer par derrière la capacité de tous les acteurs à faire rouler la machine et à mettre à disposition de l'énergie de manière permanente et à bon marché. Voilà ce que je peux dire. Quel est le problème que vous pouvez rencontrer? Alors, hormis le fait que vous allez pouvoir rencontrer ici sur les rencontres Africa des prestataires qui ont cette technologie, vous, est-ce que vous avez un problème de garantie, par exemple, souvent? Problème de garantie, généralement, comme on dit, il y a deux aspects sur lesquels on peut prendre du confort. Parce que généralement, ces questions, c'est des questions qui ont toujours une dimension régalienne, okay, où l'État intervient. Mais donc, dans ce genre de projet, on prend du confort surtout sur ce qui est installé, c'est-à-dire sur le projet en lui-même. C'est des project finance. Dans notre jargon, c'est ce que nous appelons des project finance. Les project finance, c'est des installations, des projets qui ont la capacité de générer des revenus ou bien de générer de la valeur pour supporter, pour se repayer. Donc, nous prenons du confort là-dessus. Donc, lorsque nous avons une technologie qui est bien élaborée, qui règle un problème et qui, effectivement,
se réalise et donne une valeur ajoutée, bien évidemment, on prend du confort là-dessus. Et derrière, évidemment, parfois, on donne souvent, parce que dans les montages PPP, celui qui apporte la technologie vend souvent à la société de distribution, qui généralement font du service public. Donc, il requiert pour lui, pour assurer son financement, il requiert souvent des garanties des banques commerciales que nous sommes, et nous l'apportons. Je signale au passage que pour les projets en eux-mêmes, pour le financement des projets en eux-mêmes, ce n'est pas seulement l'affaire des banques, c'est plutôt souvent l'affaire des organisations de financement bilatérales ou multilatérales, ce que nous appelons des DFI, mais les banques participent également. Il y a toujours un volet commercial où les banques participent, et dans la structuration, les banques apportent toujours la garantie. Maintenant, au-delà de la garantie, les banques interviennent sur la partie financement. Et là, au niveau de la partie financement de la société publique, il y a toujours le confort de l'État qui s'il n'est pas très formel, n'est pas loin. Donc, on prend, pour résumer, on prend du confort sur la technologie, sur le projet qui est là, qui donne l'assurance de ce qu'il y a production et création de la valeur, et également sur le fait que le service public est quelque part assuré et garanti par l'État d'une manière ou d'une autre. Je profite pour signaler que tout à l'heure, on aura la présentation de 3 projets qui pourront peut-être vous intéresser. Absolument. Vous vouliez réagir, Madame Méallier? Alors, nous, effectivement, en tant que fabricants, en tant que fournisseurs de solutions technologiques pour l'accès à l'énergie, on pense aussi que ces partenariats multi-acteurs, ces partenariats un petit peu innovants, sont des vraies solutions pour pouvoir mener à bien des projets qui sont efficaces, qui ont de l'impact et qui atteignent leurs objectifs. Alors, pour être complètement transparente, on n'a pas encore beaucoup de recul sur des projets PPP, donc public-privé, bien structurés dans le cadre de ce que M. Assier expliquait. Mais il y a beaucoup de partenariats entre ONG et entreprises privées que nous sommes. Et on voit vraiment que le fait de mutualiser des compétences qui sont complémentaires parce qu'elles sont en lien avec des organisations qui sont très différentes, ça permet vraiment de mettre voilà, un panel de compétences variées et essentielles au bon fonctionnement du projet. Nous, en tant qu'entreprise privée, on a des compétences et des solutions à proposer, mais on a aussi besoin de s'accompagner d'autres acteurs qui connaissent très bien les réalités du terrain. Donc ça peut être des organisations internationales, ça peut être des ONG, mais ça peut aussi bien sûr être des organisations gouvernementales qui vont nous permettre d'affiner notre offre, qui vont nous permettre aussi d'aller distribuer nos solutions de la bonne manière, avec une garantie quand il y a l'implication d'une organisation bancaire. Voilà, c'est un schéma qui va permettre de répondre de manière efficace à des défis qui sont aujourd'hui cruciaux, auxquels il faut qu'on réponde rapidement pour le développement des pays qui sont concernés. Est-ce qu'il a été décidé d'aller vite en termes d'énergie, M. Robin? Oui, je dirais oui, mais je vais un peu vous expliquer ce qui se passe dans le secteur de l'énergie. Déjà en 2010, on a mis en service la première centrale thermique à travers un partenariat public-privé, Contour Global, déjà en 2010. Ça veut dire qu'on avait déjà innové. Mais en 2018, notre stratégie est un peu très claire. Hein. Pour atteindre 100% d'accès à l'énergie en 2030, il nous faut un investissement d'environ 1000 milliards de francs CFA, ce que l'État ne dispose pas aujourd'hui. Donc clairement, l'État, dans sa stratégie, l'État fait appel à des investisseurs pour l'aider à atteindre cet accès universel. Donc maintenant, si je prends en termes de technologie, les kits solaires aujourd'hui, pour opérer, il faut avoir une licence. Une licence, c'est déjà un contrat PPP. Pour opérer les mini-réseaux solaires, il faut avoir une licence. C'est également un contrat de type PPP. Et pour la production de l'énergie d'une façon générale,
Je tiens à souligner que M. Assis avait donné déjà, il avait très bien défini la notion de PPP. Et pour ce qui concerne l'État togolais, le secteur de la production est libéralisé depuis, je pense, 2000 ou 2006. Donc aujourd'hui, pour que on ait une énergie moins chère, on fait appel aux investisseurs, donc on lance des appels d'offres, parce que lorsque l'énergie est moins chère, ça permet de pouvoir vendre ça moins cher aux clients. Donc il est important que la ressource, disons la production, le segment production, soit libéralisé afin d'avoir des coûts très intéressants pour que le client à la fin puisse avoir un coût d'électricité très intéressant. Donc voilà un peu la stratégie. Donc entre 2018 et 2021, nous avions signé un certain nombre de PPP. On pourra aller en détail si vous voulez. Mais, on est sur de la macro-production ou de la micro-production? On va vers quoi? Si je reste en termes de technologie, les kits solaires, pour moi, c'est de la micro-production. C'est-à-dire que un kit solaire, vous placez un kit solaire sur votre toiture, vous produisez un peu d'énergie, donc j'appellerais ça de la micro-production pour juste votre utilisation. Et quand je vais au niveau des mini-réseaux, c'est pas micro, mais c'est entre les deux. C'est à l'échelle d'une localité. Je peux produire en masse et vendre. Et ça également, c'est l'objet de PPP. Les kits solaires également font l'objet de PPP. Et maintenant, la production à grande masse également fait l'objet de PPP. Donc, disons que ce soit micro jusqu'à macro, ça fait l'objet de PPP parce que l'accès, c'est un peu, comme M. Assis le disait, c'est un peu un rôle régalien de l'État. Donc, si l'État veut concéder ou déléguer une partie de son rôle à une tierce partie, il faut que ce soit l'objet, ça fasse l'objet d'un PPP. Alors, M. Brisset, vous l'avez compris, M. Robil a besoin de 1000 milliards. Moi, personnellement, je ne les ai pas. Est-ce que vous les avez ou est-ce que vous avez un moyen de les trouver? Non, je ne suis pas banquier, il faut s'adresser au monsieur à votre gauche. Non, je ne les ai pas, mais oui, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est complexe. Hein. Il y a des moyens, il faut des moyens pour développer la production d'énergie. Mais je tenais aussi à souligner une chose. Alors, les PPP, je ne connais pas, je ne travaille pas beaucoup, enfin je connais le principe, mais je n'y participe pas. Je veux plus des groupements avec des sociétés africaines pour répondre à certains appels d'offres, ça je le pratique. Mais je voudrais revenir, je suis également dirigeant d'une autre société qui s'appelle Formateg, qui est une société de formation basée à Bordeaux et qui travaille partout dans le monde. On fait de la formation, de l'assistance technique et nous sommes également bureau d'ingénierie conseil. Et je voudrais aborder le sujet de la connaissance aussi, parce que pour développer l'électricité, pour réfléchir, faire des études sur un mix énergétique en fonction, il faut avoir aussi la connaissance. Et moi je pense qu'il y a aussi un rôle dans la formation de la population, notamment dans la formation professionnelle adulte. Je ne sais pas, moi, comme exemple, la CET a forcément besoin de recyclage de son personnel. On parlait de nouvelles technologies tout à l'heure, c'est tout à fait ça. Hein, le mix énergétique, il faut aller puiser dans les nouvelles technologies, bien entendu. Mais pour cela, il faut aussi que les personnes qui travaillent dans le secteur de l'électricité sachent s'en servir, connaissent les process, la nouvelle technologie. Donc ça nécessite, je pense, aussi d'accompagner les gens avec de la formation et de l'assistance technique aussi. Enfin, là aussi, ça n'engage que moi, mais c'est ce que je pense. Vous pensez la même chose, j'imagine, tous autour de cette table? Bien entendu, la formation est importante. Je voulais juste dire que nous, dans le cadre du programme CISO, qui consiste à la vulgarisation des kits solaires, nous avions eu à former 3000 techniciens sur l'ensemble du territoire pour pouvoir agir en tant que technicien maintenancier lorsque
il y aurait des pannes sur les kits solaires. Donc aujourd'hui, les opérateurs qui ont la licence pour les kits solaires puisent un peu dans ce tas-là pour obtenir leurs techniciens sur le terrain. Donc maintenant, comme on est toujours dans le cadre des PPP, et on a toujours ce volet formation qui est associé à tout ce qu'on fait comme contrat pour s'assurer que le transfert de connaissances est toujours là. Ouais. Je vous remercie tous les quatre vraiment d'être venus pour parler de l'énergie. Vous vouliez rajouter un petit mot? Non, ça va. Je voulais juste dire que ce volet formation est la clé, quelque part également, de tout ce dont on est en train de parler. Parce que si vous avez suivi dans toutes les interventions, on a parlé de technologie, de recherche, d'efficience. C'est des choses qui nous manquent. Et ça, c'est lié à la formation et à la compétence qu'on peut dégager de ces formations pour faire des choses de la bonne manière. Elle est extrêmement importante, elle est fondamentale. Pour construire l'avenir. Ah, absolument.